connus partenaient parce que c'est mes amis, en fait c'est des gens qui sont dans ma vie depuis quand même assez longtemps, notamment Marine, Charline, Chacha, c'est des amis assez proches. Tout le monde, toute la communauté de partenaires sont des gens comme proches de moi, mais certaines personnes particulièrement. Et moi j'étais un peu comme ce que Steph raconte dans le film. Oui, moi j'allais au party, mais j'étais surtout attachée au moment de quotidienneté dans le lieu. J'aimais beaucoup y aller pour des soupers, pour des projections, pour des soirées comme plus intimes avec les gens qui habitaient là, mais aussi les gens de passage. Comme vous avez pu le voir, on s'ennuyait vraiment pas sur Partenay. Il y avait vraiment beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de gens qui passaient, il y avait des gens qui squattaient, il y avait des amis en visite pour du long terme, court terme, moyen terme. Donc c'est ça, c'était un lieu qui bougeait beaucoup. Et particulièrement, moi, j'ai habité pendant 2 semaines. J'ai jamais habité comme colocataire là-bas, mais j'ai fait 2 séjours de 1 semaine à 2 moments différents. Et c'est durant mon 2e séjour où j'étais comme, mais oh my god, ces personnages sont incroyables. Puis j'ai vraiment vu le film à ce moment-là et je me suis dit, mais il faut laisser une trace de ce lieu. Faut dire que quand j'ai eu cette idée-là, ça faisait peut-être quelques mois que j'avais reçu la lettre d'éviction parce que, en fait, dans ce qu'on appelle le Québec, à partir de 6 mois avant la date de fin de notre bail, donc les bails sont souvent signés à partir du 1er juillet, puis 6 mois avant, tu peux recevoir une lettre, comme c'est un peu expliqué dans le film, mais tu peux recevoir une lettre si les propriétaires veulent reprendre le logement. Donc évidemment, il y a quand même tout un droit du logement qui est assez élaboré, et d'ailleurs, les gens ne connaissent pas forcément leurs droits sur le sujet, mais aussi, comme Marine l'explique, c'est un droit qui est difficile à faire appliquer pour différentes raisons, parce qu'on se bat souvent contre des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que nous en tant que locataires. Mais en fait, on a quand même un certain nombre de droits, et puis c'est seulement, tu peux pas te faire évincer dans les 6 mois avant la date de renouvellement de ton bail. Donc c'est souvent le 31 décembre. Si au 31 décembre, tu n'as pas reçu de lettre, tu es safe pour 1 an de plus. Donc souvent, les gens ont peur jusqu'au 31 décembre de recevoir une lettre d'éviction. Évidemment, tu ne peux pas reprendre pour toutes les raisons. Aujourd'hui, tu peux reprendre si tu veux habiter toi le logement, si tu es propriétaire, que tu veux l'habiter toi, si tu veux mettre tes enfants dedans ou tes parents. Mais si tu veux mettre ton cousin, ta cousine, ta tante, ça, c'est pas possible. C'est vraiment comme en ligne directe. Toi, tes parents et tes enfants. Et pour ça, il faut quand même que tu envoies la lettre plus de 6 mois avant la fin le début du nouveau bail, finalement. Donc ils avaient reçu la lettre, je pense, en novembre, et moi c'est à peu près peut-être en janvier que j'ai eu l'idée du film. Puis évidemment, c'est un film que, on ne le voit peut-être pas dans le film là, mais c'est un film que moi, en tout cas au niveau de la production, j'ai réalisé avec aucun budget. J'avais $1 800 de budget de production, on a acheté des disques durs et de la bouffe pour le tournage, on a payé le transport pour tout le monde. Donc c'est vraiment, tout le monde était bénévole, j'ai travaillé vraiment avec une équipe incroyable de gens qui croyaient au film, qui étaient aussi des amis. Donc c'est sûr que ça a été tout un... En tout cas, je vais aller plus loin que ta question. Mais c'est ça, c'était... en gros, c'était vraiment la peur de la perte de cet espace-là. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte, je ne sais pas si c'est présent en France aussi, mais dans la province de Québec et au Canada aussi en général, on parle vraiment beaucoup de la crise du logement depuis les dernières années. Donc c'est vraiment plus un sujet c'est vraiment un sujet qui est sur les lèvres de tout le monde, parce que ça touche de plus en plus de monde. Moi, quand j'ai fait ce film-là, évidemment, il sort à un moment assez opportun par rapport à cette question-là, la crise du logement, mais moi, je voulais pas forcément au début faire un film là-dessus. Moi, j'étais juste vraiment triste que mes amis perdent ce lieu-là et qu'une communauté entière perde un lieu. Et évidemment, aujourd'hui, ça touche complètement à la question de la crise du logement, mais c'est ça, moi, c'était vraiment l'impulsion je suis très touchée par les espaces, comment les espaces permettent aux communautés d'exister, et qu'est-ce que ça fait quand on perd un lieu. Donc c'était vraiment ça que je voulais montrer. Y a-t-il des questions dans la salle? Bonjour, bravo pour le film, c'est vraiment une très très belle leçon de vie, c'est très humain. Et la question c'était de savoir, sur le matériel que tu as collecté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montées. Est-ce que tu as travaillé chaque jour dans cette communauté? Qu'est-ce qui reste, qui n'a pas été exploité? C'est une bonne question, merci. En fait, étonnamment, j'ai peu de matériel en plus que le film est en ce moment, parce que comme j'étais vraiment limitée en termes de budget, moi j'ai tourné juste 10 jours, ce qui est absolument rien pour un long métrage. J'étais pas sûre que je faisais un long métrage au début, ça aurait pu être au début je voyais un court ou un moyen,
mais j'avais vraiment décidé que le film parlerait de lui-même en termes de durée. Donc quand on était au montage avec Arnaud, d'ailleurs je salue vraiment le travail de Arnaud Valade qui a fait un travail de montage image absolument fantastique. Quand on s'est assis ensemble pour travailler sur le montage du film, le film a parlé de lui-même. Je voulais vraiment que ce soit la durée que soit définie par rapport à qu'est-ce qu'on avait comme matériel, quel type de film on pouvait faire avec ça. Mais en ayant tourné 10 jours, on ne pouvait pas faire 8 films différents. Là. Vraiment, je travaille sur un autre projet de film où on va tourner sur des années, puis on va avoir beaucoup de matériel. Le montage va être comme un autre casse-tête. Là, c'était quand même, on a suivi quand même pas mal la chronologie du tournage. En fait, j'ai tourné 7 jours, fin avril, début mai, au moment du party de départ. En fait, la première scène tournée, c'est au party de départ, les scènes qu'on voit au tout début. Et après, avec mon équipe, on a été en immersion dans le lieu pendant 6 jours. Donc en fait, en tout, une semaine. Commençant par le party de départ, et on venait tous les jours à des heures différentes pour essayer de capter des moments différents de la vie du lieu. L'idée c'était, moi je voulais pas faire un film avec des têtes parlantes, je voulais vraiment, c'est vraiment dans la lignée du cinéma direct, caméra d'observation, on essaie de capter les lieux, les relations telles qu'elles sont. L'idée c'est qu'il y a quand même peu de mise en scène. Il y a 2 moments quand même que j'ai choisi de mettre en scène. Il y a le moment de la vanne dans le party, qui est une forme de confessionnal où en fait tout le monde pouvait venir se raconter au courant de la nuit pour raconter son histoire, son lien avec le lieu, mais aussi qu'est-ce que ça signifiait de perdre ce lieu-là, et aussi potentiellement parler de d'autres lieux qu'on a perdus et de qu'est-ce que ça signifie pour la communauté de perdre des lieux. Donc il y avait ce moment-là que j'ai mis un peu plus en scène, et puis l'autre c'est le souper des anciens-anciennes qu'on voit à peu près au tiers du film. J'ai décidé de réunir, parce que en filmant très peu de jours, on filme les habitants-habitantes au moment de l'éviction, mais on ne peut pas forcément capter toutes les personnes qui ont fait vivre ce lieu-là et qui l'ont traversé. Donc ces 2 dispositifs-là, ça permettait de contrer un peu le fait que j'allais peu capter les images des gens qui avaient mis beaucoup d'énergie dans la création du lieu, mais qui n'y habitaient pas au moment de l'éviction. Donc c'était un peu pour ça que j'ai mis en place ça, mais j'ai mis en place le souper, puis l'idée c'était vraiment de capter j'ai pas demandé aux gens de parler de quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment juste invité les gens à venir, et après j'ai filmé le moment. Donc ça c'est le premier bloc de tournage, et le deuxième bloc c'est au moment du déménagement, donc c'est à peu près 2 mois après le premier bloc, et on a filmé là pendant 3 jours. Donc en fait, je dirais que quand on a dérushé, je dirais qu'il y a 2 scènes qui sont pas dans le film, que j'aurais aimé potentiellement qu'ils y soient. Et là, c'est tout un travail de dialogue entre le monteur et la personne qui réalise, parce que souvent, en tant que réal, on a envie que toutes les scènes qu'on a filmées, qu'on aime, soient dans le film. Et en fait, le monteur nous rappelle à juste titre que des fois, certaines scènes desservent le film, notamment en termes de rythme. Et donc, les 2 scènes qu'on n'a pas mises, c'était vraiment qu'on n'était plus rendu là en termes de rythme pour le film, donc ça desservait plus le fil narratif de les mettre. Et il y a aussi plusieurs moments dans la vanne, dans le confessionnal qu'on a tourné, qu'on n'a pas pu mettre pour des questions de durée aussi. Là, moi, je voulais pas que ça soit un film qui dure 2 heures. Je trouve qu'1h15, ça se tient bien pour... Il y a un début, une fin, en fait, c'est ça. Mais il y a plein de gens qui sont déçus, certaines personnes peuvent être déçues qu'on ne parle pas assez de l'ancien partenaire, là, comme du partenaire avant l'éviction, mais c'est un film sur la fin, c'est pas un film forcément sur le lieu qui a duré 13 ans. Quoi. Ils sont 6 à habiter là. Comme on le voit, ils sont 4 dans le film à chercher un logement ensemble. Il y a 2 personnes donc, qui avaient d'autres plans, qui ne voulaient pas réembarquer dans un nouveau collectif. Sur les 4, donc c'est Charline, Yola, Marine et Ali. Ali, à la toute fin, comme on le voit dans le film, décide finalement de ne pas embarquer dans le nouveau collectif, et elle s'est trouvée un appartement à 3,5 pour habiter toute seule. D'ailleurs, pas trop cher par rapport au contexte. Il a sûrement augmenté depuis, mais à ce moment-là, c'était pas trop cher l'appart. Et le nouveau, donc il y a 4 chambres fermées, ils ont trouvé une 4e personne pour habiter avec eux. Depuis, Charline est partie 1 an après, et là Miola vient de quitter aussi l'appartement, donc ils sont toujours 4, ils ont trouvé d'autres personnes pour habiter avec, mais du collectif de partenaires, il n'y a plus que Marine finalement qui habite dans le nouveau lieu. Et je ne sais pas si vous l'avez catché dans le film, mais c'est ça, il parle de la question de la fixation de loyer. La fixation de loyer, en fait, c'est une option en droit du logement où quand les propriétaires essaient de signer des bails, parce que quand un propriétaire arrête un bail avec quelqu'un et refait signer un bail avec quelqu'un d'autre, il y a quand même vraiment des normes par rapport à l'augmentation du loyer. Ils ne peuvent pas augmenter
le loyer comme ils le veulent. Ils sont censés comme respecter le même barème. Il y a vraiment comme des choses très précises sur combien tu peux augmenter ton loyer. Et c'est souvent les propriétaires en profitent pour ne pas donner le montant du loyer précédent et donc d'augmenter énormément les loyers. Et c'est ça, c'est une des grosses choses qui se passe au Québec en ce moment. C'est que les propriétaires mettent les gens dehors et après ils doublent ou triplent le prix des loyers et les locataires n'ont pas le moyen de savoir les montants des loyers d'avant parce que souvent les propriétaires ne remplissent pas ce qu'on appelle la clause G, qui est une clause particulière dans le bail qu'ils sont censés remplir pour indiquer les montants précédents, qui permettrait aux locataires de s'opposer au nouveau prix, mais évidemment ils ne les remplissent pas. Ce qu'ils ont fait dans le film, c'est qu'ils avaient contacté l'ancien locataire qui habitait là. C'est comme ça qu'ils ont su que l'appartement était alloué. Après, ils ont rencontré le propriétaire en faisant comme s'ils ne avaient jamais vu le locataire précédent. Mais ils savaient très bien le montant du loyer précédent. Et en sachant ce montant-là, ils ont vu que le loyer était augmenté donc de 500 $. En fait, 600 parce qu'il y a eu le stationnement, mais ça c'était un 100 qui était prévu en plus, donc ils ont une augmentation de 500. Et après avoir signé le bail, ils ont fait ce qu'on appelle la fixation de loyer, c'est-à-dire que si tu as connaissance du loyer précédent, quand tu signes ton bail, tu as 10 jours après la signature de ton bail pour te retourner au tribunal administratif du logement face à ton propriétaire et dire non, en fait, on fait ce qu'on appelle une fixation de loyer et on remet le prix du loyer. Là, ils ne se sont pas rendus jusqu'au tribunal, mais ils ont parlé avec la propriétaire qui était vraiment en tabarnak, évidemment, mais qui a diminué le loyer de 500 $. Qui est quand même une grande victoire dans le contexte actuel. C'est un des gros, c'est pas du tout le seul, mais c'est un des gros sujets par rapport à la crise du logement en ce moment, c'est les Airbnb. Et le gros problème, c'est qu'il y a vraiment des quartiers où il y a des normes. Par exemple, dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve, on parle souvent de Hochelaga-Maisonneuve dans le film, Partenay dans un quartier qui s'appelle Centre-Sud, qui est à côté de Hochelaga. Mais Hochelaga, c'est un quartier originellement populaire qui subit une gentrification depuis plusieurs années. Mais comme Marie l'explique assez bien dans le film, vraiment une grosse accélération de la gentrification. Il y a vraiment tout un gros problème de Airbnb. Et dans Hochelaga, il y a une législation que tu ne peux pas avoir de Airbnb si ce n'est pas ta résidence principale. Donc il faut que ça soit ta résidence principale et toi tu t'en vas ailleurs pour faire du Airbnb pour une semaine, 2 semaines, mais tu peux pas en avoir plusieurs, puis tu peux pas habiter ailleurs. Sauf que c'est pas du tout appliqué en fait. On voit très bien qu'il y a comme des propriétaires qui ont plusieurs logements en Airbnb dans le quartier, mais la ville ne fait rien. Et le quartier ne fait rien non plus pour appliquer son propre règlement. Et ça, c'est un des trucs qui est un des gros problèmes. C'est déjà les règlements ne sont pas du tout suffisants actuellement, mais aussi ne sont pas appliqués. En fait, même quand il y a des lois qui sont prises au niveau provincial et au niveau des villes, elles ne sont même pas mises en application. Donc, elles ne servent à rien, en fait. Et les habitants des quartiers n'arrivent pas à se mobiliser pour justement faire respecter les droits. Il y a, comme Marie l'explique, elle travaillait à l'époque, d'ailleurs elle est retournée travailler là dans un comité logement. Les comités logement, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est un équivalent ici, mais c'est vraiment un des organismes communautaires associatifs qui est le plus actif pour la défense des droits des locataires. Il y en a souvent un par quartier, parfois plusieurs. C'est des organismes qui font un travail absolument fabuleux à la fois de défendre des droits individuels, c'est-à-dire ils font comme des consultations pour des personnes qui viennent avec des questions. Par exemple, est-ce que cette augmentation de loyer elle est légale ou pas? Qu'est-ce que je peux faire contre le propriétaire qui ne fait pas les rénovations qu'il est censé faire? Ça coule partout, il ne veut rien faire. Tu sais, ils gèrent beaucoup de cas d'urgence aussi. Et ils essayent aussi de faire de la mobilisation plus large, de la défense des droits collectifs, des mobilisations, des manifestations, etc. Mais c'est dur d'être sur tous les fronts en même temps. C'est dur de faire à la fois de la défense de droits individuels et à la fois de mobiliser. Et comme Marine expliquait aussi, c'est vraiment compliqué de mobiliser des locataires parce que c'est ça, on n'a pas comme... Il y a un ennemi commun, mais il est quand même assez flou. Fait que, c'est quand même compliqué de se regrouper. Il y a comme quelque chose de très individualisé, individualisant. Rentrer en guerre contre son propriétaire, c'est l'enfer parce que c'est pour... Comme là, je le dis, c'est une victoire, mais... Eux, ils doivent dealer encore aujourd'hui avec ce propriétaire-là qui était en tabarnak parce qu'ils ont fait une fixation de loyer juste après être rentré, fait que ça part quand même mal les relations avec quelqu'un avec qui tu vas continuer quand même d'être en lien, tu sais. On espère pas quotidiennement, mais des fois ça paraît parce qu'à chaque année les propriétaires essaient d'augmenter, des fois légalement, des fois illégalement, donc il y a comme plein de recours à faire par rapport à ça. Fait que je me suis un peu tendue, mais... Ouais.
on le remarque, mais oui, c'est une bonne question. En fait, donc il y a vraiment les moments où moi j'ai filmé, qui sont comme en 16:9, là, qui prennent tout l'écran, et il y a des petits moments plus en cellulaire. Ces moments en cellulaire-là, ils réfèrent à deux formes. D'une part, des moments où moi je savais que je pourrais pas être avec mon équipe en train de tourner, donc par exemple quand ils signent le bail, ou quand ils font une visite d'appartement, je pouvais pas rentrer avec mon équipe pour filmer ça, donc j'ai demandé à mes protagonistes de filmer ces moments-là avec leur cellulaire. Donc ça, c'est les bouts que j'ai utilisés. Il y a des moments clés comme ça que je savais que je pouvais pas pour des raisons de temps, de ressources, mais aussi juste que les gens auraient peut-être pas accepté que je rentre pour filmer. Mais il y a 2 moments dans le film où j'ai utilisé des bouts de cellulaire qui font référence plus à des archives qui ont été prises dans les 12 années à peu près de l'existence du collectif, principalement par Marine, Marine, Miola, Charline, qui prenaient quand même pas mal d'images avec leur sel durant le temps qu'il et elle habitaient là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu parce que je trouvais que ça dynamisait quand même le film et ça permettait de voir à l'écran aussi des personnes qu'on voit moins dans le reste du film et qui ont quand même participé à faire vivre ce lieu-là pendant la décennie où il a existé. J'avais pas tant d'archives de plus que ça, donc tu sais, j'avais pas d'entrevues ou de moments plus au niveau du fond. C'était plus vraiment des genres de petites brèches historiques que j'ai essayé de glisser et qui permettaient aussi d'avoir comme un rythme qui se tenait mieux dans le film. Ouais. Mais j'ai travaillé avec pas beaucoup d'archives non plus. Bah, tout d'abord, bravo et merci pour ce film. Et moi, j'avais une question sur la dimension un peu plus communautaire du film. Parce qu'effectivement, la dimension politique sur le logement et l'accès au logement, elle est très présente. Mais je me demandais, après avoir fait ce film, quelle a été la réception, enfin, pour les personnes qui sont protagonistes, parce qu'il y en a quand même, comme tu disais, tu voulais pas mettre de tête centrale, mais on a quand même une équipe un petit peu phare et lumineuse au milieu du film. Quelle a été la réception après, et comment est-ce que aussi, pour elles et eux, ce documentaire, il commence à faire archive, à faire histoire pour une communauté où finalement tout est un peu explosé avec, ce que tu disais, peu de moyens face à des propriétaires, mais aussi parfois une grande mobilité. La Marine, elle disait, elle est restée 10 ans dans les lieux. Finalement, c'est assez important comme durée pour commencer à raconter une longue histoire. Ouais, c'est une bonne question aussi. En fait, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je voulais pas forcément montrer le film avant qu'il sorte. J'avais envie que la première qui s'est passée au RIDM soit un moment où tout le monde découvre le film ensemble, autant l'équipe que les protagonistes. Mais évidemment, j'ai vérifié avec chacune que tout le monde était d'accord de ça. Il y a des personnes qui voulaient le voir avant, il y a 2 personnes qui ont voulu le voir avant, donc j'ai organisé une projection privée pour ces 2 personnes-là. Sinon, tout le monde a découvert le film ensemble. C'est sûr que je pense que c'était une soirée extrêmement émouvante parce que les gens se reconnaissent, les gens rient. Il y a quand même beaucoup d'émotions associées au moment du film, notamment le déménagement. Je pense que le déménagement n'est comme pas si long dans le film, c'est les 10 dernières minutes, mais ça a été un moment extrêmement éprouvant. Je pense qu'on s'en rend compte un peu, c'est quand même vraiment le chaos. Il y a peu de gens qui sont venus aider pour le déménagement. Fait que, tu sais, comme il y a certains moments que j'ai pas mis, mais ça a duré jusqu'à 3-4 heures du matin, là, le déménagement et le ménage. Donc et aussi, c'est quand même une période qui était extrêmement éprouvante pour beaucoup de personnes. C'est hyper précarisant de se faire mettre dehors de chez soi sans l'avoir décidé. C'est aussi hyper difficile dans le contexte de la crise du logement de trouver un autre lieu. En plus, Marine, comme elle l'explique, se faisait aussi évincer de son travail, donc là où elle travaillait, qui était aussi un comité logement. Elle vivait 2 évictions en même temps. Les gens ont aussi leur vie professionnelle, leur vie personnelle qui fait qu'il n'y a pas juste ça qui se passe. Donc, je pense que c'était un moment extrêmement éprouvant pour tout le monde. Et des fois, de se voir à l'écran après, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh my god, on a l'air fatigué, on est cerné, on est tout comme blême, genre. » Fait que c'est sûr que des fois, c'est pas facile, mais je pense que globalement, la réaction était très, très positive face au film. Les gens étaient vraiment contents. Je pense que moi, j'ai senti que les gens me faisaient un cadeau de me laisser rentrer quand même à ce point-là dans leur intimité. Mais les gens l'ont aussi vécu comme un cadeau que ce film-là soit fait, parce que c'est vrai que ça dresse un portrait de lieux qu'on perd,
Ça dresse une archive aussi pour l'avenir de qu'est-ce que c'était qu'être queer à Montréal en 2020, dans une communauté, parce que il y a être queer, mais je pense que le film il parle aussi à toutes les communautés d'habitation, qu'elles soient queer ou non, parce qu'il y a comme vraiment toute une référence de manière d'habiter ensemble, de se solidariser, de s'entraider, de faire un autre monde possible finalement. Donc, ouais, il y a comme une... Et le fait de porter ça à l'écran, que ce soit au cinéma, je pense qu'il y a comme, malgré tout, ça touchait quand même beaucoup les gens. Après, il y a tout un défi de représentation dans les communautés queer. C'est sûr qu'on est des communautés qu'on ne veut pas forcément se faire filmer parce qu'on s'est souvent fait mal représenter. Il y a comme tout cet enjeu-là, mais moi, j'étais très surprise au party. On avait mis tout un système en place pour que tous les gens qui ne voulaient pas se faire filmer n'allaient pas être à la caméra. Donc, il y avait comme des petits stickers que tu pouvais mettre sur toi si tu ne voulais pas être filmé. Il y a à peu près entre 200 et 300 personnes qui sont passées pendant le party. Et ben, une seule personne qui a demandé à mettre le collant pour ne pas être filmé. Moi, ça m'a beaucoup surpris parce que c'est quand même rare qu'on laisse les caméras rentrer, en tout cas dans mes milieux. Fait que, ouais, ça, c'était un cadeau, mais je pense que les gens en général ont beaucoup apprécié le film, j'ai l'impression. Ouais. Et la réception du public, en tout cas, là, c'est la première où je suis, qui n'est pas dans ce qu'on appelle le Québec, mais au Québec, ça a été quand même très positif. Malheureusement, on n'a plus le temps pour d'autres questions, même si j'en ai 50 000 encore. Merci beaucoup. Merci.